Ouais, c'est gâté encore. Chaque jour qu'on monte en descend, on dirait des nouveaux dossiers. Actuellement, ça chauffe encore. C'est Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, les gars. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Bonsoir, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Météo Politique ivoirienne voudrait faire connaître aux éléphants de Côte d'Ivoire l'intérêt que le président Laurent Gbagbo porte à leur victoire, à leurs exploits. En vous lisant ce communiqué, la conférence de presse portant sur le pacte social initialement prévue le mardi 30 juin 2026 à 11 h est reportée au jeudi 2 juillet 2026 à 11 h au cabinet du président Laurent Gbagbo, 6 à la Riviera à Toban. Ce report intervient en raison de la programmation le mardi 30 juin 2026 de la rencontre de la sélection nationale de Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe du Monde. Oui, le président Laurent Gbagbo est un grand président. C'est à travers des messages discrets qui vous montrent l'intérêt qu'il porte aux éléphants, à l'équipe nationale. Vous voyez, on vous dit la foi sans les œuvres n'est rien. Ça veut dire quoi? Beaucoup d'hommes disent « Ah, moi je vais à l'église, hein. je vais à l'église, je vais toujours à la messe. » Mais il y a un païen. Sinon, quelqu'un même, un homme qui va, comme dans les religions africaines, qui voit un pauvre qui s'arrête comme le bon samaritain et s'occupe de lui. Pendant que certains qui disent qu'ils ont la foi, qui prennent des photos auprès des éléphants pour dire qu'ils sont intéressés, mais quand ils sont élus à la tête de leur parti, ils disent je suis le premier président musulman de tel parti politique. Vous voyez que ça n'a pas de sens, c'est-à-dire c'est la foi sans les œuvres. C'est la foi sans les œuvres. C'est comme quelqu'un qui dit il va à l'église, mais il voit le pauvre et il se détourne du pauvre. Voilà pourquoi Jésus disait, le bon samaritain, c'est lui là qui va gagner le ciel. C'est la charité là, c'est lui qui va gagner le ciel. C'est pas lui qui dit que je suis chrétien, je suis musulman, je suis tant, je suis bouddhiste. Non. Le samaritain voit quelqu'un qui souffre et il s'arrête. Et il s'occupe de lui. Il ne donne même pas son adresse. Non, le monsieur même peut venir lui faire du mal demain parce qu'il ne sait même pas qui lui a rendu service. Mais c'est un service désintéressé. Le président Gbagbo est comme ça en Côte d'Ivoire. C'est le bon samaritain. Tu peux le traiter de tous les noms, mais c'est un homme bon et sa charité est le pilier, la pierre d'angle de la réconciliation ivoirienne, de la construction d'une nation où nous devons être unis. Et c'est ce message que le président Laurent Gbagbo transmet aux éléphants. Quand il dit dans son pacte social, dans la lettre qu'il nous a adressée, ce n'est pas tant le fauteuil présidentiel qui m'intéresse, j'ai tout eu. Et ce n'est pas tant le fauteuil présidentiel qui doit nous intéresser. On ne doit pas attendre le fauteuil présidentiel pour nous battre pour les droits des Ivoiriens, pour la cherté de la vie. Les agents de la police maritime ont été incarcérés parce qu'on dit trouble à l'ordre public. Des gens qui disent que la vie est chère et n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, on les met en prison. Et on est là, on dit aux éléphants, bravo, on vous attend, vous gagnez, venez. C'est la foi sans les œuvres. Donc je vous ai donné le cas de celui-là, qui divise, parce que quand il dit je suis le premier président musulman, il divise et il montre qu'il est avec la politique du rattrapage ethnique d'Alassane Ouattara, qui dit, le dictateur qui dit, à travers son ministre, on vous attend, faites bien, travaillez bien pour que nous on utilise la coupe comme l'opium pour que ça soit l'opium du peuple. Non, ce n'est pas le même message que le président Laurent Gbagbo adresse aux éléphants de Côte d'Ivoire.
Puisqu'ils y ont mis le pied, on va mettre le pied dans cette compétition pour faire comprendre aux éléphants que leur victoire doit reposer sur l'union, la discipline et le travail, sur l'unité des Ivoiriens. Voilà l'exemple que nous voyons en eux. Vous voyez, il faut dire la vérité. Et Météo Politique va vous dire la vérité. Ça fait mal, mais c'est comme ça. À l'époque de Yaya Touré et de Drogba, le président Gbagbo subissait des coups parce que l'équipe était divisée. Non, si Drogba remporte la Coupe d'Afrique, ça va être un honneur pour les BT, donc pour le président Gbagbo. Donc il ne faut pas jouer. Jusqu'à ce que Drogba se retire. Et c'est en ce moment que le groupe de Yaya Touré et tout ça ont pris la Coupe d'Afrique. Parce qu'il y avait Drogba dedans. Non, il ne fallait pas prendre la Coupe. Vous voyez? Et tenez-vous bien, la chose terrible, il faut que les enfants le comprennent pour demain. C'est que durant la rébellion, des joueurs, des internationaux du Nord, poussés par Alassane Ouattara, manipulés par Alassane Ouattara, participaient à l'achat des armes. Sans le vouloir, puisqu'ils envoyaient l'argent, ils ne savaient pas à quoi ça sert. Ça servait. On ne pouvait pas dire que ça servait à ça. Mais eux, ils participaient, ils envoyaient de l'argent pour soutenir la rébellion armée. Et leur argent pouvait être utilisé pour acheter des armes. Mais nous, Ivoiriens, qui suivons le président Laurent Gbagbo, ne devons pas faire la même chose. Sinon, nous serons des monstres comme ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui. Vous voyez? Et voici ce que le président Laurent Gbagbo dit à travers son message, le report de sa conférence de presse. Ce n'est pas tant la coupe qui doit vous intéresser. Pour nous, supporters, on veut la coupe. Pour dire aussi que la Côte d'Ivoire est parmi les grandes nations du monde. Ça, nous, on veut la coupe en tant que supporters. Ça, le message du supporter, ce n'est pas le message du politicien. Maintenant, le politicien Gbagbo, le président Gbagbo vous dit, unis, rien ne vous résistera. Parce que c'est déjà une victoire. Votre premier passage est déjà une victoire. Pourquoi? Parce que c'est unis que vous avez pu vaincre toutes ces équipes. Parce que pour nous, vous avez vaincu l'Allemagne. Parce que les gens s'attendaient à un score terrifiant, mais vous avez vaincu l'Allemagne. Vous avez vaincu moralement l'Allemagne. Et vous êtes passé. Vous avez vaincu Curaçao. Mais grâce à l'unité, on a commencé avec les buts d'Adama Diallo, on a fini avec les buts de Pépé. C'est ça l'unité. C'est ça l'unité. On ne dit pas non, il faut seulement les gens du rattrapage. Non. Donc le message du président Laurent Gbagbo à travers ce report, c'est quoi? C'est votre unité que nous regardons. C'est ce que nous voulons. C'est pour cette raison que nous nous battons. Écoutez ce que le président Laurent Gbagbo dit sur tous ces faits qui sont passés avant, où des gens, des joueurs ont participé à la rébellion armée contre sa personne. Qu'est-ce qu'il dit à Treichville? Écoutez ce qu'il dit. Il y a donc beaucoup de chaleur autour de vous aujourd'hui. Hier également, à Yopougon, c'était une mobilisation extraordinaire. Nous allons donc faire un break et puis aller à Yopougon. Vous y avez prononcé une allocution et au cours de cette allocution, vous avez parlé de la recherche de la vérité concernant ce qui concerne la crise post-électorale de 2010-2011. Monsieur le Président, pouvez-vous nous préciser votre pensée en ce qui concerne cette vérité que vous voulez que ce soit su? Oui, je vous remercie de me poser cette question. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2010 et en 2011 en Côte d'Ivoire est grave. Est très grave. Est très grave. Bon. Et je
je pense que ces faits graves méritent un autre sort que celui qu'on lui a donné jusqu'à présent. On arrête quelqu'un, on le jette à la CPI. Maintenant, on se rend compte à la CPI que ce n'est pas la bonne personne qui est venue. Donc la bonne personne est quelque part. Si celui qui est venu n'est pas le coupable, s'il n'est pas le responsable des atrocités, comme il y a eu des atrocités, il y a un responsable. Donc, je souhaite qu'on le recherche. Je souhaite que la Côte d'Ivoire cherche la vérité. Et les victimes que moi j'ai rencontrées, elles cherchent la vérité. Mais vous voyez, moi, tout est derrière moi. Je ne cherche pas la vérité comme un point focal de vengeance. Non. Je ne souhaite pas que nous, les non-coupables, nous nous vengions des responsables. Mais je souhaite qu'on les voie et qu'on les connaisse. Sinon, je ne recherche pas la vérité pour me venger. Non, ça c'est passé Oui, je reçois, je rencontre même des gens avec qui je n'étais pas dans le même camp en 2010, en 2011, je cause avec eux, donc ça ne me gêne pas. Donc il ne faut pas qu'ils craignent. Il ne faut pas qu'ils craignent la vengeance. Il n'y aura pas de vengeance. Il n'y aura pas de vengeance. Il n'y aura pas de vengeance. Mais il faut la vérité. Mais il faut la vérité pour qu'on sache, pour que la Côte d'Ivoire sache un jour qu'un tel avait posé un acte et cet acte n'était pas bon. Et pour que les autres Ivoiriens ne cherchent plus à poser de tels actes. Voilà, c'est tout. Il dit de ne rien craindre. Il s'apprête à venir au pouvoir, mais de ne rien craindre. Il n'a pas craindre des représailles, un esprit de vengeance, non. Lui aussi, il est en train de mettre une équipe de football sur pied. Mais cette équipe de football, c'est une équipe de politiciens, d'hommes politiques, qui vont travailler à l'unité du pays. Si Faye fait l'unité, cherche à mettre l'unité dans l'équipe nationale, le président Laurent Gbagbo cherche à mettre l'unité dans notre pays. Et nous aussi, nous avons un Adama Diallo. Oui, on a un attaquant, Adama Diallo. Et je profite pour vous dire ceci, pour ceux qui ne connaissent pas Idriss Diallo. Idriss Diallo est Diallo de par son père, mais Robert de par sa mère. Donc, ce sont avec ces choses-là. Mais ce que le président Laurent Gbagbo veut, c'est cette personne-là, des Adama Diallo, comme cette personne. Voilà notre attaquante. Écoutez-la.
Merci Maître Abiba pour cet exposé. Mais avant de vous laisser partir, comme vous êtes jeune aussi, je voudrais vous poser tout juste une question. Dites-nous, vous qui êtes né en Europe et qui avez grandi, étudié, vous êtes avocat, inscrit au barreau de Paris. Qu'est-ce qui vous a poussé à tout laisser pour suivre en Côte d'Ivoire un homme politique comme Laurent Gbagbo, que la communauté internationale traitait hier d'infréquentable et de criminel? Merci pour la question. Alors c'est vrai que je suis avocate, j'exerce toujours à Paris et je fais la navette entre Paris et Abidjan pour le moment. Mais il est vrai que rien dans mon parcours ne me destinait à m'engager auprès d'un homme politique ou même en politique tout simplement. Rien. J'étais vraiment la jeune de la diaspora en Europe, mais typique, dont les préoccupations étaient les études, le job étudiant et les amis, la fête quoi. C'était mes préoccupations. La politique, c'était pour les parents, c'était pour mon père en particulier, qui discutait, qui débattait de la vie politique ivoirienne. Et je ne me sentais pas particulièrement concernée, pour être honnête. Et puis un jour, mon père m'a demandé, mon père qui est avocat aussi, m'a demandé de le suivre. Il devait rendre visite au président Laurent Gbagbo avec d'autres confrères, et il m'a demandé de le suivre. Bon, quand les papas parlent, on s'exécute, donc je l'ai suivi. À cette rencontre, on était tous là et puis le président est rentré. Il nous a tous salués et il a parlé avec chacun d'entre nous. On ne va pas se mentir, hein, rencontrer un président de la République, c'est intimidant, c'est vrai. Mais pour être honnête avec vous, je n'ai pas été intimidée. Je n'ai pas été intimidée parce qu'en réalité, le président Laurent Gbagbo, il m'a touchée. Quand je dis qu'il m'a touchée par son humilité. Il m'a touchée par sa bienveillance. Mais vraiment, je me suis dit, hein, comment un président de la République, quelqu'un qui discute avec les grands de ce monde, et puis il prend une petite fille, il s'assoit à côté d'elle, et puis il discute. J'ai été touchée. Vraiment. Il ne s'est pas comporté comme un président de la République, en tout cas l'image que l'on peut se faire. Il s'est comporté comme un papa qui écoute sa fille. Ça, c'est ça le président. C'est ça le président. Il aime les gens. Il aime profondément les gens. J'ai eu l'occasion après ça de le revoir plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai revu le président, mais je ne peux pas dire que je l'ai rencontré. Je l'ai vu plusieurs fois. Je ne l'ai pas rencontré. Ma rencontre avec le président Laurent Gbagbo et avec la Côte d'Ivoire, c'était une rencontre brutale. Cette rencontre, c'était le 11 avril 2011. Ce jour-là, toutes les cellules de mon corps m'ont crié que j'étais ivoirienne. Je vais être honnête, et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais accepté les bombardements de la Côte d'Ivoire pour un contentieux électoral. Jamais. Je n'ai jamais accepté
qu'on puisse humilier toute une nation et son dirigeant pour un contentieux électoral. Jamais j'accepterai ça. C'est ce jour-là que j'ai décidé d'emprunter le chemin de la dignité aux côtés du président Laurent Gbagbo. J'ai rencontré le président Gbagbo ce jour-là, mais je ne l'ai pas connu ce jour-là. Il a fallu du temps. Je l'ai vu. Je ne l'ai pas connu au pouvoir. Donc ce n'est pas les apparats du pouvoir qui m'ont séduite chez lui, qui m'ont convaincu de m'engager à ses côtés. C'est sa résilience et sa dignité à mener le combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est ça. C'est cette foi inébranlable en ce qu'en menant le combat, nous allons gagner à faire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique des États souverains et libres. C'est vrai, hein, on voit beaucoup de nos compatriotes, de jeunes Ivoiriens, tenter la traversée de la Méditerranée. Ils vont se tuer, et pour les plus chanceux, ils se retrouvent de l'autre côté, à mendier dans la clandestinité, bref, en l'absence de toute dignité. Je ne peux pas leur reprocher de faire ça. On comprend. Pourquoi? Mais quand vous n'avez plus de dignité, quand vous ne croyez plus en rien, vous n'accordez même plus de valeur à votre propre vie. Le combat du président, c'est aussi ça. Donner à chaque Ivoirien, redonner à chaque Ivoirien sa dignité. Personne n'aime vivre loin de son pays. Personne n'aime vivre dans l'exil. Personne ne souhaite pour son enfant qu'il croupisse ou qu'il meure dans les mers de la Méditerranée. Personne. Et c'est pour ça que je suis convaincu que la seule façon pour nous, la jeunesse ivoirienne, africaine, d'aspirer à une vie meilleure, c'est de se battre pour notre dignité, de se battre pour notre souveraineté, de se battre pour que ce soit nous qui décidions et personne d'autre à notre place. Voilà ce que je pouvais dire. Vous venez d'écouter Maître Abiba Touré. Mais dans notre équipe, autant nous n'avons pas que Adama Diallo, autant nous n'avons pas que Maître Abiba Touré. Nous avons aussi des Sékou Fofana, des Diakité et autres. Donc écoutez ici nos Sékou Fofana, nos Diakité, pour que vous compreniez que ce qui se passe dans l'équipe nationale, c'est ce que le président Laurent Gbagbo est en train de réaliser en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas une personne qui pratique la foi sans les œuvres. Écoutez. Le PPACI repart sur de nouvelles bases. C'est ce qui ressort de la rencontre du président Laurent Gbagbo avec les fédéraux. Une rencontre de mise au point. Reportage Ange Abraham, Yabin Guessan et Steven Djedje. Quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, j'ai commencé par recevoir les fédéraux. Aujourd'hui, je reçois les fédéraux. Ça veut dire que dans ma tête, on est à un commencement. On va commencer quelque chose de nouveau. Le temps est donc. Auparavant, j'étais CR et aujourd'hui, je me nomme LGA. C'est un honneur et je mesure toute la tâche qui m'attend. Donc, je voudrais dans un premier temps lui dire merci pour la confiance et ensuite lui dire qu'il n'a pas fait un mauvais choix sur ma personne et je ferai le travail pour lequel il m'a nommé. J'en prends l'engagement. La reconquête du Nord ne se fera pas seulement au Nord, mais c'est aussi un appel à l'endroit de toutes les filles et fils du Nord où qu'ils se trouvent, selon le vice-président exécutif Issa Malik Coulibaly. La reconquête du Nord, ce n'est pas la reconquête du Nord géographique. C'est la reconquête des électeurs du Nord, où qu'ils soient en Côte d'Ivoire.
Et c'est vers eux qu'on va aller, sans cesse, pour leur expliquer la nouvelle espérance et pour espérer que ce faisant, la reconquête du Nord va devenir une réalité. Au cours d'un congrès d'un séminaire qu'on avait organisé en tant que ressortissant du Nord au sein du PPACI, qu'il fallait avoir un regard particulier par rapport au Nord. Et c'est ce regard particulier que le président met dans tous les considérants, surtout dans le premier. Et il nous appartient sur cette base-là, et sur notre expérience aussi, de lui présenter des propositions. Et lorsqu'il va les valider, on sera aussi chargé de coordonner la mise en œuvre de ces activités-là. Mais j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas comprendre cette mission qu'on va aller tous les jours uniquement dans le Nord, parce que le Nord, sur le plan électoral, est partout en Côte d'Ivoire. Le travail de... Voilà en résumé ce qu'il nous dit sur les jeunes du Nord. Il n'y a aucune vengeance lorsque je viendrai au pouvoir. Mais ce que je recherche, dit-il, voilà l'exemple d'Abiba Touré, maître Abiba Touré. Celle qui ne va pas vers le rattrapage ethnique. Parce qu'il dit, elle prend le chemin inverse. Elle ne va pas renforcer le rattrapage ethnique d'Alassane Ouattara, la politique du rattrapage ethnique, mais elle vient dans la République. Écoutez-le parler d'Abiba Touré. C'était les Nigériens. Vous comprenez? Donc, il y a... Bon, les femmes gourous, elles se sont illustrées dans le marché du riz. On peut trouver, il y a des niches. Il y a des niches d'emploi en Côte d'Ivoire. Il y a des niches d'emploi. On n'a pas besoin d'aller mourir dans la Méditerranée. Mais Abiba Touré, que vous voyez là, c'est une enfant de là-bas. Elle a fait le chemin inverse. Et c'est le chemin inverse là que je veux. C'est ce chemin inverse que moi je veux. Donc désormais, vous comprenez la politique du président Laurent Gbagbo. Et vous comprenez le soutien qu'il apporte aux éléphants, même s'il ne le dit pas, pour ne pas faire du sport un instrument de la politique. Il veut que le sport puisse divertir les jeunes. Il ne le dit pas, mais à travers ses actes, il est content de voir les éléphants unis. Il reporte sa conférence de presse pour que tout le monde puisse vous regarder. Que ce soit PPACI, RHDP, tout le monde, PDCI, qu'on puisse vous soutenir. Voilà pourquoi il reporte sa conférence de presse. Ne veut pas qu'on dise, oui, les gens du PPACI veulent la défaite des éléphants pour ne pas que Ouattara s'en serve. Non, nous, on n'est pas à ce niveau. On n'est pas comme Ouattara, qui l'a fait, mais nous ne le ferons pas. Et donc, le report de la date de sa conférence de presse est un gros message pour les éléphants. Et lui, il ne fait pas que parler, il ne fait pas que prendre des photos à côté de vous et quand on arrive au pays, on divise le pays. Alors que vous vous servez de la réussite du pays uni. Parce que les éléphants, c'est le pays uni qui remporte des victoires. Mais quand vous arrivez au pays, vous utilisez le labeur des éléphants comme le sacrifice des planteurs, vous vous enrichissez à partir du sacrifice des planteurs et vous divisez, vous les rendez pauvres. Quand vous venez au pays, vous sémez la division et vous récoltez le fruit de l'union. Vous voyez, ça veut dire que vous pratiquez une foi sans les œuvres. Ceux à qui je m'adresse se connaissent. Donc, bravo encore aux éléphants et nous vous soutenons pour les marches à venir. Contre la Norvège ou contre la France, vous devez gagner parce que vous avez les atouts pour gagner. Voyez, vous avez vu comment Mbappé a joué avec Dembélé face à la Norvège. Voyez,
Mbappé s'est sacrifié pour que Dembélé puisse faire 3 buts, qui l'amène vers le Ballon d'Or. Mais c'est ce qu'il faut faire dans une équipe. Vous voyez, si Sékou Fofana ne va pas, on met Pépé. Si Adama Diallo ne va pas, on met Pépé. Ou on met un autre Kessé. Ou peu importe, le but, c'est que la Côte d'Ivoire gagne. Unie. Ce que nous faisons dans le sport, nous, au PPACI, avec le président Laurent Gbagbo, nous le réalisons en Côte d'Ivoire. C'est un Camerounais, un conseiller politique. Donc c'est comme si lui, il est là simplement, on lui dit des trucs et puis lui va faire. Sinon lui, il n'est pas militaire. D'accord. Maintenant, en deuxième point, lorsque vous demandez est-ce qu'il avait quelque chose à voir dedans, frère, c'est lui qui transitait les armes, c'est lui qui achetait les armes avec le chef Agali, le chef du Junim, des terroristes qui sont au Mali là. C'est lui qui achetait les armes avec lui pour descendre et nous livrer. Donc, Ibrahima pas acheter les armes avec les terroristes. Oui, c'était ton job à partir du Mali. Quand Ibeka était là, parce que Ibeka était d'accord avec les terroristes, les armes qui transitaient à partir de la Libye pour descendre, le temps à déposer les armes en Libye. Et maintenant, quand Agali récupère, il descend avec ça vers le Mali. Ibeka était d'accord et lui faisait le job. Sa femme même, c'est une Malienne. Voilà. Elle est de la mafia aussi. Donc voilà comment les trucs descendaient. Tu vois. Et c'est clair. Il n'y a pas un truc. Il a sa main dedans. Mais il ne voulait pas venir sur le terrain parce qu'il ne sait pas comment le truc va se passer. Et il restait garé au Mali. Et c'est clair. Parce que c'est Toumani Touré qui le protégeait. Donc, il vivait quelque part où Toumani Touré, l'ancien président du Mali, l'avait assuré toute sa sécurité. Je veux dire quoi, un Malien, celui d'un Malien, c'est Ben Laden, Ousmane Ben Laden, préfet au niveau de San Pedro, préfet militaire à San Pedro, il en sait beaucoup. Pourquoi il l'a nommé préfet militaire? C'est un Malien aussi. Il a fait beaucoup de jobs. Donc, tout le drame est dedans. Moi je souhaite qu'un jour, Guillaume Soro, parce que vous savez pourquoi il veut tuer Guillaume Soro? Parce que c'est la 10 noire de la rébellion. C'était quelqu'un qui enregistrait tout, qui archivait tout, qui préparait tout. Vous pensez que si on parle de la réconciliation, c'est pas possible qu'ils veulent voir Guillaume Soro. Parce que il doit avec ça. Et tout va sortir. Patron de MPGO, patron de MPJ, MPCI, c'était lui. Mais il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Il y a des trucs que vous n'allez même pas croire. Gbagbo pouvait pas, il était trop encerclé, il pouvait pas. C'est pas possible, Gbagbo pouvait pas s'en sortir. Mais malheureusement, vous pouvez pas. Voilà, moi, je dis Gbagbo pouvait pas. Après, faut demander une question. Il y a te faire descendre, pas parler sur ma panel comme ça. Quand je dis Gbagbo pouvait pas, les forces étaient trop. Bon, je te prends un exemple. Parce que c'est lui qui m'a pas compris. Le Burkina était contre Gbagbo. Le Mali Ibeka, il était contre Gbagbo. Et tout était contre Gbagbo. La France était contre Gbagbo. Au-delà de la France qui était contre Gbagbo, mais on sait comment on a reçu les armes. Gbagbo pouvait faire quoi? C'est Chirac, lorsque Gbagbo a décalé Chirac a donné un décalage à Gbagbo pour faire entrer les Sukhoi. Mais la carte blanche rouge pour pouvoir faire entrer les armes de l'Europe. Les gars, tapotez le live, ça commence à bégayer. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le live, mettez les cœurs, invitez vos amis. Tapotez le live, s'il vous plaît, les gars, tapotez. Si vous tapotez pas le live, c'est pas bon. Tapotez le live. Tapotez le live. Ouais, ça commandant, tu vois, allons-y plus vite parce que là,
Je suis en train de déranger. Il y a mes amis Tango qui sont en train de m'appeler aussi. Et je vais trop fort. Tu vois, c'est là pour que tu vois. Oui, mais en fait, je sais pas. Mais ce que je vais te dire tout à l'heure, tu as commencé pour dire que est-ce qu'on va se mettre ensemble pour enlever Ouattara au pouvoir. Commandant, maintenant, ce que je vais te dire, parce que attends, je vais finir, je tiens à te dire. Il faut dire au commandant Dragon Ball, que le jour il sortait, là, moi, il l'a vu. Le poids, le tchoum, mais il n'est pas tchoum. Moi, j'avais déjà écho de ça. Tu sais, il est sorti à quelle heure? Tu sais, mon commandant est sorti à quelle heure? Asia de Ouattara. On est sorti à minuit. On est sorti à minuit. Tu fais exprès ou bien? Tu fais exprès ou bien? Mais il y avait écho de ça. Il poids, le tchoum, mais il n'est pas tchoum. Il faut dire au grand frère au commandant Dragonba, au commandant Dramanba que on est avec lui. Ouais. Tous les Ivoiriens qui sont en exil là. Même si c'est pour aller s'allier avec Satan, même si c'est pour aller s'allier avec n'importe qui pour qu'on rentre au pays là, champion, on va le faire. Commandant, moi, ce que je vais te dire, commandant, garde ton diplôme, on va rentrer, il ne faut pas t'inquiéter, ça va rentrer. On va rentrer parce que je vais te dire quelque chose, le combat va se terminer entre les nordistes. Ça, il faut croire. Tu m'attends là? Tu m'attends? Frérot, ça, toi tu viens de monter, tu cries à l'eau. Et je suis encore dehors, ferme ton micro là-bas. Commandant, le mouvement va se terminer entre les nordistes. Ceux qui portent non, ceux qui portent non portent. Ils se sont lavés, on s'est lavé. Tu sais pourquoi je te crois? Il y a une année, en 2000, j'ai fait ce songe là. En 2002, 2003 là. C'est les nordistes qui ont levé Ouattara au pouvoir. Il y a un monsieur, un jour, il y a un blanc, je ne me rappelle pas en quelle année, ici parti, il y a un programme de veille de prière, il y a un blanc qui est quitté au Canada. Il a dit, je vois une armée du Nord venir renverser Ouattara. J'étais étonné, mais comment ça s'est passé? Oui, allô, Famieni, lui là, c'est pas un nordiste. Oui, allô. Vous comprenez un peu? Donc, voilà un peu ça. Donc, les gens aujourd'hui, quand ils dénoncent, ça leur fait mal. Il y a un sauvage qui est monté, il commence à crier oui, allô, oui, allô. Oui, allô. Mais lui qui est oui, allô, là, c'est Ouattara. On casse notre maison. Il y a un qui me dit, est-ce que c'est Ouattara qui est responsable de cassement des maisons des gens? Mais tu es con, en fait. Tu es tellement con, il m'écrit, est-ce que c'est Ouattara qui est responsable des maisons qu'on casse là? Mais tu es con, mon frère. C'est pourquoi on vous dit d'aller à l'école, évitez d'aller faire madrasa. Évitez d'aller faire madrasa. Évitez, les gars. On casse maison des gens dans Côte d'Ivoire là. Ouattara n'est pas au courant. Ouattara là, avant que Ouattara n'arrive en Côte d'Ivoire, il y a aucun président en Côte d'Ivoire qui a nommé Anouloto ou même Anouloto pour détruire les maisons des gens. C'est Ouattara qui a fait. Il n'y a aucun président en Côte d'Ivoire qui a créé poste pour donner à un ministre pour aller détruire les maisons des gens. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous discutez avec les gens. Ouattara n'est pas au courant. Fille du Kama, c'est une question. Oui, vas-y, Tanguy. Bon, je voulais remercier M. Tanguy. M. Tanguy, vraiment merci. Merci, c'est vrai qu'il n'y a pas eu justice pour tout le mal fait. Mais on vous remercie déjà le fait d'avoir regretté, de chercher à remédier à tout ça. Donc, sachez bien que le peuple ivoirien souffre énormément. Et il y a cette peur-là. On voit déjà que notre pays est en train d'être pris par les étrangers. Donc, on espère et on compte sur vous pour pouvoir mener le combat final. Donc, courage à vous aussi. Et tenez bon pour la suite. Merci. Madame, ce que je voulais vous dire aussi, restez serein, continuez votre prière. Nous sommes les sacrifices humains. Nous, on n'a plus peur. Parce que ce que nous avons vécu, c'est plus pire que ça. C'est plus pire. Donc, Tanguy, oui.
si tu avais le président Laurent Gbagbo en face de toi, qu'est-ce que tu peux dire au président Laurent Gbagbo? J'allais lui demander pardon. J'allais lui demander pardon. J'ai été manipulé. Il m'avait prévenu que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas parce que à chaque fois quand je vois ça quelque part, j'essaie de vite quitter dessus pour ne pas que ça touche mon moral, quoi. Et je suis pas la seule personne. Nous avons notre groupe WhatsApp, on échange et puis bon. Franchement, c'est regrettable. Devant Laurent Gbagbo, nous allons nous soumettre pour lui demander pardon. État nordiste, nous savons, je sais, même il y a les orphelins de Ouattao qui sont avec moi. Ils n'aiment pas parler, ils sont sereins, c'est eux qui aiment le boulot. Mais j'ai dit, moi, je suis quelqu'un, je suis du verbe. J'étais à la criminologie avant de rentrer à la gendarmerie. Donc aujourd'hui, là, je vous jure, madame, n'importe quelle personne va faire croire à vos enfants qui sont nés en 2002, en 2010, en 2003. Ne croyez pas. Ne croyez pas à le temps de la vérité. Moi, il faut que je dise la vérité avant de rendre l'âme. J'ai souffert, mon nez fracturé, je sais, embuscade des Libyens, de tout, continuer au niveau de l'aéroport de Mar. L'armée française m'a bombardé, j'ai pris d'autres bulles. J'ai été opéré au niveau de Touba. Après, ils ont dit envoyer-le à Kourougou. Et j'ai demandé après mes amis, on dit ils sont tous morts. J'ai fait l'opération au niveau de William Civil pour descendre sur Agban. On a porté des cris au niveau du cimetière de William Civil. On a posé des conteneurs en face du camp d'Agban. C'est là-bas, il y avait la poudrière. Et quand on devait frapper, le moment opportun, on descendait simplement en civil, tranquille dans les bacas, comme s'il n'y avait rien. Et après, le conteneur, il y avait quelqu'un qui allait ouvrir et on allait se servir pour attaquer Agban. Malheureusement, on n'a pas pu. Mais c'est regrettable, madame, je ne dis pas avec plaisir. Je le dis avec regret. Je le dis avec regret. Mais Tanguy, en parlant de Ouattao, tu as parlé de Ouattao. Qui a déjà le colonel Ouattao? Ouattao a été empoisonné par la complicité actuelle du directeur général de la police. C'est tout. Voilà, non, c'est tout. Il y a plus de dossiers que ça. Mais on viendra un jour. Tu attends que le commandant, le second de Ouattao, Dramanba, parce que son frère actuellement il est sur l'emprise. Mourou Ouattara. Je vois. Donc, Ouattao a été déjà, et Dramanba, c'est son second qui était Dramanba. Ouais. Ah, ouais. Va taper sur Google, faut regarder. Non, je crois. J'ai déjà vu, il était allé chez, comme il te dit, il est allé chez Ouattao, avec le commandant, comment ça s'appelle, L'Orion, avec le commandant L'Orion, avec le capitaine Kipré, on est allé chez Ouattao. En zone 4, là, comme tu as dit, là, en bord de route, là. Quand il dépasse la maison de Ouattao, il y a des bois de nuit, Ouais, c'est ça. Je suis allé chez Ouattao à 2 reprises. Au bord de la route, là. Avec tout ça, les chiens sont là. Oui, frérot, je suis allé chez Ouattao. Donc, ce que moi, je peux te dire, le peuple souffre, on en existe nous tous. On va se donner les mains dans la main pour régler ce problème-là. Voilà. Bobby, si mon TikTok, tu m'envoies ton numéro à privé. Il n'y a même pas on va se donner les mains dans la main pour régler ce problème parce que c'est le seul cadeau qu'on peut offrir. T'inquiète, je suis en mission. Regardez comment les hommes souffrent. Regardez comment les maisons des gens sont cassées. Bobby, je suis en mission. Tu me laisses ton numéro tranquille. WhatsApp. Il y a Akranj Prada qui a une question pour toi. Akranj Prada, ouvre ton micro, s'il te plaît. Comment, commandant? Tanguy, moi j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu penses de ces 3 personnes-là? Apollo Touré, Vagondo Dumondé et Ahmed Bakayoko. Merci. Je prends Ahmed Bakayoko. Il était sur la bonne voie, mais il a trahi le mouvement.
Et puis voilà, il a payé le prix cash. C'est un. Fakondo, il a trahi, il était le... Parce que lorsque nous, on était prêts à attaquer Gueye, et c'est lui qui nous combattait. Fakondo fut un garde rapproché du général Gueye. Fakondo était un nordiste. Il a tout créé les complices. Le jour devait prendre Gueye à la maison blanc, le complet du cheval blanc là. Aucun n'a pas trouvé Gueye à la maison. C'est Fakondo avec un certain Touré. Ils ont dit que tu serais attaqué aujourd'hui. C'est-à-dire, ils avaient déjà trahi le mouvement. Et ils étaient assis à la présidence. Et c'est quand ça a échoué, on s'est cherché. Tu vois? Donc déjà, Fakondo, c'est un traître, il avait sa mission. Mais sa mission dans son cœur, moi je peux pas savoir ça. Et la troisième personne, c'est qui? J'ai oublié le nom de la troisième personne. Apollo. Qui? Apollo Touré, le général Apollo. Apollo Touré et Alexandre, ben, c'est Apollo Touré Alexandre qui nous a donné Torogwe. Il était notre complice. Il nous a dit, vous avez pris tout, quand vous arrivez à Daloa, ne vous embrouillez pas. Je sais ce que je vais faire. Je ferme la caserne de la gendarmerie de Torogwe. Ils n'avaient pas des armes. On a sauté les clôtures et puis on a descendu sur, on a fait le job. Et il y a d'autres qui ont pu s'échapper, tout ça là, voilà. Il paraît qu'Apollo Touré même a tiré, il a déjà des élèves gendarmes. Est-ce que tu confirmes? Bon là, j'ai pas vu. Mais nous, c'est lui, il était notre complice parce que le téléphone, lorsque nos patrons nous appellent, on dit, ah, mais est-ce qu'on peut prendre dans l'eau? On dit, non, non, le travail est déjà fait. Foncez seulement. Quand on arrive, on nous montre les cibles. Pas le commerce, mais on nous dit, quand les Torogwe attaqué, est-ce qu'il n'y a pas tout, on dit, non, on lui dit, le job est déjà fait. Est-ce qu'il n'y a pas l'eau avec nous? Et là, voilà, on fait le job et puis bon, voilà. Je n'aime pas trop foncer dans l'histoire parce que c'est regrettable. Souvent, ça agit sur ma conscience, quoi. Je n'aime pas trop parler parce que, voilà, je vois beaucoup de dégâts devant moi. Trop de dégâts, franchement. Les innocents, trop de innocents. Ouvre ton micro, tu as ta parole, tu as ta question. Ok, moi je vais revenir toujours en 2010 parce que je t'ai posé la question la dernière fois, tu n'as pas pu ou tu n'es pas rentré dedans, je vais lui poser directement. Je disais, après l'accord de Makoussi 2007, tout ça, voilà, le nord, le sud, l'ouest, c'est-à-dire tous ceux qui étaient armés faisaient partie de l'armée unifiée. En 2010, si M. Laurent Gbagbo avait gagné les élections, qu'il n'y avait pas les histoires où CEI a dit ou bien l'autre a dit, si c'était confirmé, tout le monde a dit que Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Ceux qui ont pris les armes, qu'est-ce qu'ils allaient en devenir? Merci bien pour la question. L'objectif, c'est même pas, même si Laurent Gbagbo gagnait les élections de Venture, nous on était déjà gagnés. L'objectif, c'est de mettre Ouattara au pouvoir, coûte qui coûte. Coûte qui coûte. On allait foncer. On était déjà au niveau, on avait déjà dépassé. On était à la rentrée d'Abidjan. On dit Laurent Gbagbo a gagné devant le monde entier, devant les Nations Unies. Les élections, c'est ce qu'ils ont pris pour vous utiliser, pour vous distraire et tant que des civils. Nous, les militaires, là. Vous pensez que Laurent Gbagbo va gagner? Et puis même à la frontière de Yopougon. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Et qu'est-ce qu'il va faire, non? C'est pas possible. Nous, on était là. Selon toi, Tanguy, mon cher, viens de formuler la question du frère. Selon toi, qui étais dans la rébellion, tu as tout vu, tu as tout assisté. Est-ce qu'il y a eu des tricheries au nord? Est-ce qu'il y a eu des bourrages de au nord? Beaucoup. Tu sais que je suis en train de te parler aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais pendant les élections, nous on était gamés, même si je te voyais dans un t-shirt de FPI, là, il allait te descendre, hein, parce que c'était du favela, hein, chez nous. Tu peux pas, tu n'as pas qu'un.
Mais selon toi, Tanguy, en 2010, qui a gagné les élections? Vu tout ce qui s'est passé... Non, en termes d'élection, frère, en termes d'élection, franchement, moi, étant un golf, je connais pas. Mais moi, je dis, même si Laurent Gbagbo avait gagné, notre objectif, avec quelques éléments, on était déjà, attends, d'abord, je te rappelle, avant 2010, on avait déjà circulé à Abidjan. Au moment où vous étiez en train de danser les coupés décalés dans les Shanghai, à Yopougon, à Angré, à Boubou, dans les Shanghai, dans les boîtes de nuit, là. C'est nous les civils qui s'arrêtaient devant les boîtes de nuit, là, on vous regardait. On vous regardait, on était là, on vous regardait, vous êtes en train de danser, là, on est là, on sait ce qu'on fait.